Merci. On a un peu de temps pour les questions, pour la discussion. Heureusement, on a une vingtaine de minutes. Je ne sais pas s'il y a déjà des sollicitations dans la salle, mais sinon, je voudrais commencer par plutôt des questions ouvertes, parce que tu as parlé de cette ambivalence qui est gardée par les mots Stelle, Schnittstelle. Donc, d'une part, disons, l'endroit où l'on fait des montages, cela s'appellerait Schnittplatz, je crois, mais quand même, il part de cette position physique où l'on monte, etc. Même s'il n'en a pas l'air, il dit, mais... Et puis, comme tu as dit, vraiment l'endroit sur la pellicule de la coupe, donc de l'endroit du montage même, non? On coupe le film. Et en pensant à cette question de la suspension temporelle, il me semblait aussi que Bernard avait parlé en effet, il s'agit d'un endroit de suspension. Il le dit très bien. Il dit c'est une interruption de la temporalité de deux films, en ces cas. Donc, de deux objets. Deux objets ont leur temporalité propre, hein, qui se développe, et on coupe, donc on suspend en effet cette temporalité pour individuer un autre endroit, un autre stelle, où quelqu'un de nouveau s'est produit. J'ai pensé, et je le disais à Bernard, mais je n'avais pas eu le temps de discuter avec Bernard de ça, vraiment on a beaucoup pensé à cette suspension épistémologique où quelque chose d'autre s'est produit, donc il y a les lieux, par exemple, naturellement le lieu du montage, mais je pense aussi au neutre chez Aby Warburg. Non, on parle parfois de cette énergie neutre qui est prête à se polariser dans l'histoire des images de l'Occident en plusieurs directions. Donc, comme un espace neutre, un vrai espace de suspension, le Denkraum warburgien, ou bien même, disait Bernard, parlait de ce moment du réveil chez Benjamin. Donc, ces moments d'indécidibilité, de neutralité, de suspension où quelque chose de nouveau se produit. Donc, je voulais tout simplement, comment dire, peut-être c'est utile de commencer un peu aussi à esquisser des différences, parce qu'on a parlé ce matin de les temps suspendus comme, disons, un temps hors de l'histoire ou un temps de l'histoire naturelle. Et ici, il s'agit vraiment d'une espèce de suspension temporelle, mais épistémologique, qui est très importante, je crois, en ces moments vraiment dans la pensée des images aussi. Et je pense par exemple à Cornelia Zumbusch qui a écrit sur cela, qui serait aussi intéressant de discuter avec elle. Donc voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est une question vraiment très ouverte. Tu parles de cette image opératoire. Donc tu as demandé à la fin qu'est-ce que c'est une image technique. Techniquement produite. Techniquement produite. Et le travail de Farocchi, naturellement, est tout un travail de production, de lecture de ce type d'image. Est-ce qu'on peut penser à la temporalité de l'image technique, en effet, comme une temporalité, entre guillemets, suspendue? C'est-à-dire, je pense aussi au film sur la guerre que tu as brièvement mentionné. Farocchi remonte des choses, remonte ces films utilisés pour les exercices des soldats, qui sont en fait des images sans temps, sans ombre aussi. Non, les objets n'ont pas d'ombre, il dit. Et tout son travail, il me semble, va aussi dans la direction de restituer une temporalité d'élaboration à cette image. Est-ce qu'on pourrait penser, du point de vue de la question qui nous intéresse, de la suspension temporelle, quelque chose de cet ordre ou pas, peut-être, je ne sais pas. C'est une question très, très ouverte, effectivement. Alors, je ne sais pas, suspension. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a deux temporalités qui sont à l'œuvre. Donc, il n'y a pas une suspension temporelle, il y a la temporalité du... Quelque part, même si là aussi, il faudrait détailler, on ne pourrait pas l'associer si facilement, mais la temporalité du monde et du tournage et des images qui restituent une certaine forme de cette temporalité, de cette continuité. Et après, il y a on recrée une temporalité qui est complètement autre au montage, ou une non-temporalité, parce que dans les films de Farocchi, il y a une suspension pas seulement de la temporalité, mais de tous les éléments qui font continuité en général, que ce soit le temps, l'espace ou la causalité. Donc c'est plutôt dans cette suspension générale-là
que Farocki, dans certains de ses films, parce que bien sûr tous les films ne sont pas construits comme ça, mais dans les films que tu as cités, c'est ce qui lui permet d'élaborer sa pensée, en fait, c'est de se situer hors de ces formes de continuité-là. Et la nouvelle continuité, c'est la continuité de la pensée, mais chez le spectateur, pas dans le texte, pas dans la suite d'images. C'est le spectateur qui reconstitue. Alors le temps, je ne saurais pas forcément répondre sur le temps en particulier. Moi, je pense plus à des formes de continuité au niveau du montage. C'était War Games, non? On parlait, par exemple, de War Games, comme ça. Donc, merci, très clair. Et c'est pour ça que je voulais finir aussi sur cette image du regarder. C'est aussi c'est beau quand il parle de ce regard sans préméditation, qui est comme une étape du montage, c'est-à-dire ce regard où on ne projette pas cette causalité, ce sens qui préfigurerait au film. Donc la table de montage est dans les regards du spectateur. Oui. Et c'est aussi une restitution de lisibilité à l'objet, disons, non continue, non progressive, mais une nouvelle lisibilité. Ok, merci. Oui, Marie, est-ce que tu veux commenter la solution de cette version-là, de celle qu'on a à l'écran actuellement, tu vois, est-ce que, d'après toi, c'est une solution qui est satisfaisante, aboutie? Moi, j'avais vu le film sous la forme de 2 écrans séparés. Et là, c'est souvent comme ça, quand on voit une chose qu'on a déjà vue remonter autrement, on a souvent une petite résistance. Et moi, je voulais faire état de cette résistance, parce que moi, j'ai un peu plus de mal avec ces 2 images superposées, avec cette épaisseur qui se fait dans le montage des images. Est-ce que c'est comme ça, juste avoir un commentaire là-dessus? C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il fallait se projeter dans l'idée de l'installation, parce que je pense qu'elle est très importante pour le film, dans cette idée d'une analogie avec les 2 écrans, moniteur-montage, moniteur de l'installation. Donc, évidemment, elle est très importante. Je pense, et c'est pour ça qu'il a choisi, après, il s'en est passé de cette version-là dans toutes les autres formes, à ma connaissance, on sera sur une exception, mais dans toutes les autres formes de présentation. Donc, et en même temps, elle faisait partie. C'est pas une version qu'il a faite que pour la télévision ou que comme solution à monobande. Ce qu'il a fait, par contre, pour d'autres installations après. Il a fait des installations et une version monobande pour la télévision ou pour le cinéma. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. On est vraiment dans une partie de l'installation. C'est-à-dire que c'est le 3e élément de l'installation. Donc, c'est pas par défaut en même temps qu'il a fait ça. Donc c'est pour ça que ça me paraissait quand même intéressant de la montrer. Mais moi, évidemment, je préfère être mise dans la position qui nous met dans la position du travail du montage avec les 2 écrans pleins. Enfin, c'est ce que lui aussi privilégie de toute façon. Et cette version-là, oui, c'est plus difficile. C'est vraiment un exercice de projection. Mais il y a des choses intéressantes, par exemple, ce qui est accentué avec quand on projette en grand écran, on ne le voit pas forcément quand c'est sur moniteur, mais il n'y a pas de symétrie dans la taille des images. Donc, c'est-à-dire que celle en haut à gauche, qui correspond, donc le moniteur A, qui correspond au flux, enfin aux images tournées, au rush, est plus importante que la version B, qui correspondrait, enfin si on poursuit l'analogie, au montage fait. Donc c'est intéressant aussi, ça lui permet d'introduire cette asymétrie aussi. Il n'y a pas d'équivalence. Ce ne sont pas 2 moniteurs où on choisit entre 2 images. Il n'y a pas de symétrie. Je trouve que je reste un peu perplexe sur la forme. Enfin, c'est comme une suspension de la forme du film, je sais pas. Parce qu'il parle donc de comment s'opère donc le montage, je veux dire. Et en même temps, il met un peu à côté le travail d'un scientifique dans son laboratoire qui pour prendre distance avec son objet de recherche, le décortique et garde
cette espèce de pouvoir du savoir, enfin, quelque chose de très au-dessus. Et en même temps, ce qui permet, oui, l'absence d'affect et d'empathie avec l'objet d'étude. En même temps, il dit que, à propos de la guerre, fin de 17, que les morts n'ont plus rien à dire aux vivants, qu'on aurait dû le savoir plus tôt, et donc que finalement, c'est comme si c'était trop tard pour en faire quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui comme si ça annulait tout ce qu'il raconte sur le processus du montage pour en faire ressortir un sens. Enfin, moi, je reste avec ces deux parties où j'arrive pas à trancher sur le fait est-ce qu'il nous dit que finalement le montage est vain. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce film, en fait? Je veux dire, Enfin, je sais pas si c'est très... C'est un film qui n'est pas dénué de paradoxes. C'est un film de travail. Enfin, moi, c'est aussi pour ça que je le trouve intéressant avec tous ses défauts, ses bizarreries. C'est un film raide, qui n'est pas très séduisant. Mais c'est un film de travail. Et l'analogie avec le laboratoire, d'ailleurs, il le dit lui-même, ce n'est pas une analogie, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'il fait vraiment des expériences avec nous. Et alors moi, je ne vois pas forcément l'évacuation de l'affect dans le laboratoire, ou enfin dans le rapport du scientifique à son objet. Alors, je n'ai pas relevé le même paradoxe que vous. Moi, l'autre chose où je trouve qui reste très en suspens, c'est l'histoire de la Schnittstelle, l'endroit de la coupe avec le doigt. Donc il revient sur cette idée de la pellicule qui différencie. Voilà, avant c'était vraiment pas pareil, c'était par opposition à la vidéo où on n'a pas de coupe. Et en même temps, il précise ça, et tout le film contredit absolument ceci, c'est-à-dire que le montage ne se situe pas se situe ailleurs. Enfin, tout le film nous situe à nous montrer que le montage, c'est dans la pensée, et c'est pas dans la matérialité ni de la pellicule, ni de la bande vidéo, ni dans je ne sais quoi. Donc oui, le film, et on en trouvera, sans doute d'autres, on relèveront d'autres, mais il y a beaucoup de paradoxes dans ce film et de contradictions, parce que c'est un film c'est un autoportrait, donc aussi avec sans doute ces imperfections. Mais il me semble que les paradoxes viennent aussi du fait de l'image manquante de Ceausescu. C'est l'interruption qu'il a mise en scène et qu'il va rechercher dans un film qu'il a déjà retravaillé. Il y a quand même dans cette image rouge qui dit qu'elle est en direct, il me semble un paradoxe intéressant sur les temps directs, et qui remettent en avant avec ces gestes, ces doubles gestes, ces triples gestes d'éloignement de ces moments de détachement de la caméra, de la télé, de l'image officielle vers l'image de la rue, des gens qui partent de la place. Il me semble qu'il y a, dans les moments où il situe au début du film cette image rouge comme étant emblématique, quelque chose qui a à voir avec une absence des liens que tu décris au début par rapport à la question de la mémoire. C'est vrai que nous avons l'impression devant ces films de suivre un discours logique, en fait, parce que la partie discursive semble construite. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu as parfaitement raison, il n'y a pas de lien. Quand on le lit, ce n'est absolument pas construit, en fait. Il n'y a pas de lien. Et il me semble donc du coup que cette image du direct qui est interrompue, celle qui est le contexte concret, devient aussi une espèce de symptôme de ce manque de lien. Mais il a aussi un symptôme temporel, parce que c'est la directe qui ne montre plus rien. Et du coup, je lis en fait ces différents paradoxes dont vous venez de parler, aussi comme des paradoxes temporels, c'est-à-dire remonter dans la guerre de 17, remonter dans les premières images du cinéma, qui sont la sortie des ouvriers, remonter donc dans son propre travail, sont aussi des temporalités comme des satellites viennent parler en fait d'une contemporanéité qui n'est pas.
Il me semble que dans ces manques des liens, où la question est plutôt, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à voir avec ces manques des liens en discursif d'une partie à l'autre de son discours, avec quelque chose du temps présent, du temps du maintenant? Est-ce que c'est finalement pas un cinéma, celui de Farrouki, qui ne peut pas être là, sur l'actuel, sur les moments, sur l'histoire? Ou au contraire, complètement là, parce que justement, dans sa capacité à faire coexister dans un même temps toutes ces temporalités, à les rejouer, à les remettre en scène. Donc c'est peut-être plutôt ça, justement, la contemporanéité, c'est d'être capable d'organiser, enfin en même temps c'est pas très organisé non plus dans la construction du film, mais de faire avec et d'embrasser un peu toutes ces couches temporelles et ces manques aussi, puisque l'image dont tu parles dans Vidéogramme d'une révolution, cette espèce de trou, c'est l'endroit du basculement, c'est-à-dire après plus rien n'est pareil, enfin rien n'est pareil, il y a un basculement de sens. Donc plutôt pour moi une marque vraiment de grande présence.